Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez voir, c'est peut-être un des films les plus inattendus du cycle. Étrange, en tout cas difficilement classable. C'est un film très très particulier. Il faut le dire tout de suite, qui a été un échec colossal à sa sortie. Aussi bien public que critique, et on y reviendra parce que l'échec du film, non pas qu'il se justifie, mais il se comprend. En tout cas, quand on voit le film, on peut comprendre par moments les raisons pour lesquelles ça n'a pas été plébiscité par le public. C'est un essai de film radical, comme il s'en faisait pas mal à l'époque, et cette époque-là, c'est le milieu des années 60, qui est un moment sur lequel je reviendrai plus tard, qui est très particulier, et comme on voit plus forcément beaucoup aujourd'hui. Alors, le film est réalisé par John Frankenheimer. Alors, c'est vraiment un cinéaste qu'on aurait pu mettre il y a 2 ans dans le cycle sur le Nouvel Hollywood, parce qu'il fait partie de ces cinéastes qui sont nés à la fin des années, il est né en 1930, de cette génération, si vous voulez, à laquelle appartient, par exemple, Robert Altman, Don Siegel, Sam Peckinpah, Sidney Lumet, enfin, tous ces gens qui appartiennent à la génération d'avant celle du Nouvel Hollywood, né grosso modo dans les années 40. Donc il appartient à cette génération-là, et il a, comme beaucoup d'autres cinéastes, et en particulier comme 2 très connus qui sont William Friedkin et Sidney Lumet, il a fait ses premières armes, Frankenheimer, à la télévision. Donc c'est intéressant parce qu'on voit dans son style, on y reviendra, mais on voit dans son style son origine, comme ceux qui viennent du théâtre ou de la photographie, c'est pas la même chose. Lui, il vient de la télévision, il a réalisé des dizaines et des dizaines à la fois de séries documentaires, et de dramatique télé en direct. C'est ces moments où on faisait des dramatiques télé en direct, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de remontage, et il fallait réaliser en direct, choisir en direct à la fois les plans, le montage, le découpage. C'était une sorte de travail sans filet, si vous voulez. Et c'est quelqu'un, John Frankenheimer, qui va réaliser son premier long métrage en 57. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi l'année de démarrage pour un autre cinéaste qui lui est assez proche, pour des raisons particulières, qui est Sidney Lumet. En 57, c'est l'année de 12 hommes en colère. 57, c'est le démarrage aussi de John Frankenheimer. Et c'est quelqu'un qui va avoir une carrière extrêmement chaotique, très longue. C'est quelqu'un qui va tourner jusqu'à la fin des années 90, une carrière extrêmement longue qui embrasse à peu près 40 ans d'histoire du cinéma américain, et qui, dans les années 60, va faire, à mon avis, quelques-uns des films les plus passionnants qui ont été réalisés. Alors, Seconds, titré en français horriblement l'Opération Diabolique, mais Seconds, qui est le titre original, appartient, si vous voulez, à ce on a appelé plus tard une trilogie de la paranoïa réalisée par Frankenheimer dans les années 60, et c'est peut-être sont moins connus parce que les 2 autres qui appartiennent à cette trilogie, c'est d'un côté Un crime dans la tête, The Manchurian Candidate. Vous avez peut-être vu ce film avec Frank Sinatra et Laurence Harvey, chef-d'œuvre absolu, réalisé en 62, sur un film sur le lavage de cerveau et l'assassinat programmé d'un candidat à la présidence américaine. Je rappelle quand même que le film est sorti en 62, quelques mois avant l'assassinat de Kennedy, et lorsque Kennedy est assassiné, le film est déprogrammé, tellement les gens trouvent extrêmement surprenant qu'un film ait quasi annoncé l'assassinat de JFK. L'autre film, c'est 7 jours en mai, l'autre film sur la paranoïa, avec Burt Lancaster qui imagine une sorte de putsch militaire par un général Faucon, un film absolument formidable, et qui donc appartient à cette trilogie de la paranoïa, de la politique fiction si vous voulez, et le troisième c'est Seconds. Si ce n'est que autant les 2 premiers travaillaient à l'échelle, on pourrait dire politique, institutionnelle, gouvernementale, il était beaucoup question de politique, de campagne, de Maison Blanche, de cabinet, etc., etc. Autant celui-là se situe à un niveau beaucoup plus intime, sociétal et structurel, vous allez voir. Alors, il est hors de question que je vous raconte de quoi parle le film. Je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous n'avez rien lu dessus avant. Mais bon, c'est important parce que je pense que l'effet à la fois de surprise, de découverte et même par moments de malaise vient du fait qu'on ne sait pas du coup dans quoi on s'embarque. Et ça, Frankenheimer a un génie pour les expositions. Je vous lirai tout à l'heure un petit extrait d'une notice que lui avait consacrée Tavernier et Coursondon dans leur 50 ans de cinéma américain, et il parle de ça. À quoi on reconnaît Frankenheimer ? Il dit finalement à 3 choses. Et c'est vrai dans la plupart de ses films. On reconnaît à la capacité qu'il a à mettre le spectateur dans le bain, après, quitte à jouer l'agression. Vous allez voir dès le début, il a le sens des introductions explosives. Là, on met pas 4 secondes pour rentrer dans Seconds.
hein. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui est obsédé, on peut dire un de ses grands thèmes, c'est le thème de l'aliénation dans la société moderne, si vous voulez. C'est quelque chose qu'il a vraiment traité en permanence, et je pense que ses plus grands films qui datent des années 60 traitent de ça. Hein, ça, c'est vraiment un de ses trucs parmi les plus importants. Et la troisième chose, c'est que c'est un expérimentateur fou. Hein, ça que vous allez voir, on est en 66 et visuellement, formellement, c'est un film qui emprunte à un nombre de registres, d'influences. On pourrait sans doute passer 4 heures après à s'amuser à déplier toutes les métaphores et toutes les références du film. Donc j'en parle pas maintenant, ça vous donnerait trop d'indices, mais elles sont absolument innombrables. Alors le film Seconds est adapté d'un roman d'un homme qui s'appelle David Ely, et c'est aussi une œuvre collective, il faut le dire, c'est-à-dire que c'est John Frankenheimer qui réalise évidemment. Il a 36 ans à l'époque, hein, il est tout jeune, il est relativement inconscient. Quand on voit le film, on se dit qu'il fallait quand même assez kamikaze pour faire un film pareil. La deuxième personne qui est très importante, à mon avis, dans la fabrication du film, c'est le chef opérateur, qui vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle James Hongwo, quelqu'un qui est très connu, qui a beaucoup expérimenté de Sternberg à McKendrick, le grand chantage, qui adorait travailler la lumière, faire des expérimentations, et le film, vous allez voir, lui doit énormément. C'est un film en noir et blanc, hein, évidemment. Donc tous ces gens-là ont fabriqué cette œuvre qui est Seconds. Je terminerai en disant, si vous voulez, que ce qui est, à mon avis, passionnant, c'est que ce film, il appartient, alors j'en parle souvent parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, il appartient à un moment particulier de l'histoire du cinéma américain. Vous savez, on cartographie à peu près bien le cinéma hollywoodien jusqu'à la fin des années 50. Voilà, grosso modo. Au moment où les derniers grands classiques nés avant, en gros dans les années 1890, Ford, tous ces gens-là, font leurs derniers films. On voit voilà, les pionniers, l'apogée, le classicisme et le déclin. Bon. Et puis, on reprend le fil de cette histoire-là bien vers 67-68, Nouvelle Hollywood. Ça, c'était il y a 2 ans, le cycle qu'on a fait. Mais il y a une période entre les deux, d'ailleurs qui est à mon avis une période encore largement à défricher, qui est une période étrange, incertaine, en gros qui va de 61 si vous voulez à 66, 67, hein, c'est 5-6 années bizarres de l'histoire du cinéma hollywoodien, où Hollywood évidemment classique a disparu, et où le nouvel Hollywood qui va rebattre toutes les cartes et produire l'âge d'or qu'on connaît, n'est pas encore là. Et ce moment d'incertitude-là, il y a quelques cinéastes qui ont su l'incarner à merveille, et pour moi Frankenheimer est sans doute le meilleur de tous. Hein, je pense qu'en 5-6 ans, dans ce moment-là du cinéma américain, c'est lui qui fait les films les plus passionnants et qui saisissent le mieux le pouls à la fois de l'Amérique de l'époque, hein, qui est un moment très particulier dans l'histoire de l'Amérique, j'y reviendrai, mais aussi des formes du cinéma. Parce que n'oubliez pas qu'au milieu des années 60, les grandes inventions, on pourrait dire stylistiques formelles, elles ont lieu en France, en Italie et au Japon. C'est là que ça se passe. Et bizarrement, pendant quelques années, ça ne se passe plus aux États-Unis. Et là, le cinéma américain est un peu désarçonné. Et c'est fascinant de se dire qu'au milieu des années 60, vous avez des films, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais comme Mickey One d'Arthur Penn, par exemple, Bunny Lake a disparu d'Otto Preminger, Lilith de Robert Rossen, qui sont tous des films hantés par, et évidemment Seconds, qui sont hantés par les mêmes choses. L'aliénation, la schizophrénie, la fragilité, la critique du modèle de société de consommation américain, etc., etc. Tout ça sont des choses qu'on retrouve dans des films qui sont réalisés à ce moment-là. Et donc vous verrez, aux Seconds, et aussi une sorte de palimpseste de ça, hein, d'un cinéma qui, on pourrait dire, à la fois se souvient d'Orson Welles, et plus précisément de son adaptation du procès de Kafka, et en même temps qui voit débarquer une série d'œuvres de la pop culture télévisuelle. Et là, évidemment, il y a un film, une série à laquelle vous allez sans doute évidemment penser dès le début, c'est Twilight Zone. Donc voilà, le Second, c'est l'espèce d'enfant extrêmement bizarre, un peu monstrueux, au sens strict du terme, entre d'un côté Orson Welles et de l'autre Twilight Zone. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça donne envie ou pas, peut-être pas. La bonne projection et rendez-vous dans un peu moins de 2 heures, tout à l'heure. On disait avant qu'il y a des films friendly, puis il y a des films qui ne sont pas friendly. Ça, c'est un film qui n'est pas friendly, par exemple. Enfin, il me semble. On n'a pas hyper... Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce film? Plein de choses, alors pas trop non plus, parce que sinon on va y passer toute la nuit. Mais je vais essayer en fait, de tirer 2-3 fils, parce que c'est un film, vous l'avez vu, qui est extrêmement riche. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Seconds, c'est que c'est un film qui est un film
presque de funambule, c'est-à-dire que à tout moment le film peut se casser la figure, et je pense qu'il y a des moments où il se casse un peu la figure d'ailleurs, mais c'est un film qui est tellement ambitieux, qui est quasi expérimental par moment. Enfin, dès l'ouverture, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure évidemment d'une autre personne qui est très importante dans le dispositif du film, c'est Saul Bass. Hein, l'homme qui a fait le générique, vous connaissez Saul Bass, l'homme qui a fait les génériques pour Hitchcock, pour Preminger, etc. Et c'est lui qui fait le générique, qui propose à Frankenheimer le générique du film, après avoir vu d'ailleurs les rushs, et lui dit voilà, c'est ça que je te propose, et le générique est absolument formidable, parce qu'il condense en fait une grande partie des thématiques, à mon avis, du film. Et donc ce que je trouve formidable, c'est, on pourrait presque dire, sa dimension en permanence expérimentale. C'est-à-dire que quand on voit un film comme Seconds, on se dit, mais au fond, il y a presque trop de choses en l'espace d'1h45. Mais ne serait-ce que du point de vue du nombre de genres abordés. C'est-à-dire que c'est très dur à classer Seconds. Est-ce que, au début, je ne vous ai pas dit que c'était un roman dit de science-fiction, parce qu'en fait, on peut très bien considérer que c'est un roman d'anticipation, que c'est un roman fantastique, que c'est un roman métaphysique, que c'est une fable, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Seconds, ça appartient à un nombre de genres incalculable, et surtout, c'est un film qui emprunte, à mon avis, à plusieurs genres et plusieurs registres pendant 1h45. On a un drôle de mélange, d'ailleurs c'est ça que je trouve très audacieux dans le film, entre, par exemple, d'un côté, une veine totalement expressionniste, presque un petit peu trop, on pourrait dire, mais ça c'est quelque chose typique de l'époque, les années 60, où on tournait des films en noir et blanc, extrêmement découpés, on était très très marqués, notamment par les inventions formelles de gens comme Alain Resnais. C'est quelqu'un, Alain Resnais, qui a beaucoup compté pour le cinéma moderne américain des années 60. Beaucoup avaient vu ces films. Quand vous regardez aussi bien Mickey One d'Arthur Penn dont je vous parlais, The Pawnbroker de Sidney Lumet, etc., ce sont des films dont on sent qu'ils ont été un peu influencés par ce qui se passe en Europe à ce moment-là. Il y a d'ailleurs un autre film auquel on pense quand on voit Seconde, c'est Répulsion de Roman Polanski, qui est réalisé un an plus tôt, en 65. Il y a cette même façon de traiter, on pourrait dire, pour faire court, l'ordinaire de façon totalement anamorphosée et pathologique, et tout ce qui est complètement fou de façon totalement normale. Pour moi, c'est une des grandes forces, évidemment, de Seconds, c'est que la chose qui a l'air la plus normale, une séquence domestique, l'homme qui tente de faire l'amour à sa femme, prendre le train de banlieue pour rentrer de New York à sa petite ville, à sa petite maison, etc. C'est des choses que Frankenheimer filme comme des catastrophes. C'est-à-dire que la séquence dans le train, par exemple, avec des faux raccords, des jump cuts, l'homme qui transpire, les gros plans. C'est-à-dire que l'idée, et ça c'est pour ça que la séquence d'ouverture est très importante, ce que fait Frankenheimer, c'est qu'il ne nous met jamais à bonne distance en fait, du sujet. Ça, c'est une des grandes mises en scène, à mon avis, du film, c'est ça. Quand je dis la bonne distance, c'est pas au sens où il y aurait une bonne et une mauvaise, mais il ne nous met pas à la distance, on pourrait dire, à laquelle nous, on voudrait être, une sorte de distance de sécurité. C'est-à-dire que soit on est beaucoup trop proche, en fait, de ce qui est filmé, de ce qu'on voit, ça c'est le générique, la caméra, elle est carrément dans les oreilles, dans le nez, dans le trou de nez, il y a une forme, c'est à la fois fascinant, disgracieux, horrible, agressif, etc. Et il y a des moments où on aurait envie que le film soit beaucoup plus proche de certains événements, certaines situations, et là il se tient à distance. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de toujours éviter la bonne distance, qui est très périlleux pour un spectateur. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles le film ne marche pas, c'est qu'à aucun moment, n'a pas marché à l'époque, c'est qu'à aucun moment il y a une sorte de, sauf la séquence où Rock Hudson, transformé, va revoir sa femme. C'est la seule séquence un peu calme, on pourrait dire, du film, qui est très très belle d'ailleurs, et je pense qu'elle est d'autant plus belle que qu'elle tranche avec tout ce qu'on a vu auparavant, même le style est beaucoup plus posé, des chants contre chants, ils se regardent, plan dans le miroir, c'est très très beau, mais c'est ce qui rompt avec l'espèce d'hystérie expressionniste, stylistique de tout le reste du film. Mais sinon, l'ensemble du film est sur cette espèce de décalage permanent. Tout ce qui est l'anormalité, enfin en deux mots, la normalité, la vie de couple, la vie domestique, le petit train-train quotidien, la vie à la banque, les séquences dans la chambre, dans son bureau avec le téléphone, sont des choses qui sont des choses de la vie quotidienne, mais que Frankenheimer filme comme des cauchemars, parce que c'est ça qu'il a envie de raconter. Il a envie de nous dire, je vais mettre en évidence la dimension cauchemardesque de cette espèce d'American Way of Life. On voit très très bien comment ce même film, tourné par quelqu'un d'autre en couleur, avec disons encore Rock Hudson et puis Doris Day dans les parages, ça devient un film très rose bonbon, plutôt très sympathique, la petite vie de banlieue, etc. Non, ce qui intéresse Frankenheimer, c'est de montrer la dimension cauchemardesque de la société de consommation américaine des années 50 et le modèle que ça produit. Le modèle domestique, le modèle marital, voilà. C'est un type qui se rend compte à un moment donné qu'il a suivi le mode de vie américain moyen et qu'à un certain âge, il a un peu plus de la cinquantaine, et ben finalement c'est rien, c'est totalement vide. C'est ça le départ
son envie d'être un second, parce que le titre, il renvoie, c'est pour ça que le titre français est absolument atroce, mais le titre original, il renvoie seconde à deux choses. D'abord, la seconde chance, c'est un film sur le mythe de la seconde chance. Est-ce qu'on peut refaire sa vie? Est-ce qu'on peut tout oublier? Est-ce qu'on peut devenir quelqu'un d'autre? Le film apporte une réponse, à mon avis, assez cinglante là-dessus. Mais les secondes, c'est aussi, ça c'est Frankenheimer s'en a expliqué dans les entretiens dans les années 70, les secondes, ce sont tous les personnages qu'il va rencontrer à Malibu. C'est-à-dire que lors de la fameuse soirée un peu avinée, lorsque Rock Hudson commence à perdre un peu les pédales et se met à s'exprimer au nom de celui qu'il était auparavant, on se rend compte avec ce plan terrible, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, filmé une espèce de grand angle, où on voit que tous les personnages qui étaient là, en fait, sont tous des secondes. C'est tous des gens qui sont passés par cette espèce d'entreprise, d'organisation, alors totalement tentaculaire, invisible, opaque, qui les a transformés. Et il y a presque à ce moment-là, moi ce qui me fascine toujours dans ce film-là, c'est que j'ai le sentiment à chaque fois que je le vois, de me dire, tiens, ben voilà, tout le cinéma du complot américain, dont on a souvent parlé ici des années 70, il commence à éclore là, exactement là. C'est-à-dire que quand vous voyez la séquence d'ouverture dans Grand Central, lorsque John Randolph, l'acteur Arthur Hamilton, prend son train pour New York, de New York dans cette petite banlieue, on a le sentiment de commencer à voir des choses qu'on trouvera chez Pakula, celui qui a fait À cause d'assassinat, qu'on avait vu il y a 2 ans, là en germe. Et évidemment, le grand inventeur du cinéma, de la conspiration, qui va connaître son âge d'or dans les années 70, c'est John Frankenheimer. 7 jours en mai, Manchurian Candidate, Un crime dans la tête, et Seconds, c'est la grande trilogie de la paranoïa et de la conspiration. Et il est seul à le faire, quasiment, à ce moment-là. Et quelques années plus tard, ce qu'a inventé Frankenheimer, une sorte de petite matrice, ça va devenir véritablement, si vous voulez, un genre. Bon. Et ce que je veux dire, c'est qu'au tout début, on se rend compte, et c'est ça que je trouve assez beau, c'est que on pourrait presque dire qu'on rentre dans une espèce de film au début de la conspiration. On a un moment presque soap opéra, mais que, évidemment, Frankenheimer filme aussi comme un cauchemar. On a un moment science-fiction quasi frankensteinien. Enfin, avant Frankenstein, il y a Faust, lorsqu'il a ce rendez-vous avec le Mr. Ruby, là, le Jeff Corey, avec cette séquence totalement polanskienne. L'autre qui lui propose de mourir, comment il va mourir, quelle tête il veut avoir, qu'est-ce qu'il veut faire. Il est en train de déguster une cuisse de poulet. Ça, le détail de la cuisse de poulet, pour moi, je le vois que chez Polanski. Vous voyez, cette espèce d'incongruité incroyable. Il discute quand même plus que de l'avenir de l'homme, il discute de la nouvelle vie de ce personnage-là et de l'enterrement radical de la première vie, et ça se fait autour d'une cuisse de poulet. Et le type, il déguste, il lui dit, vous avez vu, j'apprécie la façon dont il cuise, la peau, elle est craquante et tout. Bref, ça c'est un détail qui est typique de Roman Polanski. Et donc le film mélange comme ça, on pourrait dire, les registres en permanence. Et ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est que ça fait écho, en fait, à la figure de Frankenstein. Je veux dire par là, c'est que lorsque le nouveau Hamilton arrive, sous les traits de Tony Wilson, vous avez vu comment est-ce que Frankenheimer, parce que le film est construit en 2 parties, je reviendrai ça d'ailleurs, parce que Frankenheimer considérait qu'il manquait un acte au film, qu'il lui manquait une partie. Mais bon. Et vous avez vu, lorsqu'il enlève le bandage, Frankenheimer le filme ça comme l'apparition de Frankenstein. On attend presque plus le moment où quelqu'un dirait « It's alive ». Et évidemment, lorsque Rock Hudson se voit, évidemment, c'est le cauchemar, c'est l'horreur, il est tout cicatrisé, etc. C'est une référence très directe à Frankenstein. Mais évidemment, ce qui est fascinant, c'est que cette référence, elle permet 2 choses. Un, de dire que ce qui arrive là, ça a l'air d'être un truc vivant, fonctionnel, un nouveau personnage, et en fait, ce n'est qu'un zombie. Et il ne se débarrassera jamais, comme, souvenez-vous, Frankenstein, à qui on a mis un cerveau de criminel dans la tête, il ne se débarrassera jamais de son ancienne personnalité, c'est un truc qui va toujours le hanter, et il va mourir d'avoir cru qu'il pouvait changer. Et puis, l'autre référence, c'est le côté patchwork. Frankenstein, c'est un corps composite, c'est un monstre fait à partir de choses hétérogènes. Là, une jambe, un pied, un cerveau, etc., etc. Et le film, pour moi, il ressemble à ça. Donc, pour moi, le film, il ressemble au corps de Frankenstein. C'est-à-dire qu'il emprunte à un nombre à la fois de genres, de styles, de personnages. Il fait des greffes qui sont des greffes pas normales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fluidité dans Seconds. Il y a une sorte d'agression quasi permanente, aussi bien du point de vue du filmage, de la mise en scène, mais y compris du point de vue on pourrait dire des genres de films auxquels il emprunte. Et il mélange tout ça, ça en fait un corps totalement monstrueux, et le film ressemble directement à ça. Et puis,
les fameuses secondes dont on parle, ce sont donc tous ces personnages, et ça c'est il y a presque un côté pré-Truman Show, hein, qui se rend compte finalement il a vécu dans une sorte d'illusion, chacun jouait son petit rôle, la Norma, la copine, les faux collègues, etc. Il est dans un univers déjà pré-programmé. Bon, ça c'est quelque chose d'important. Après, il y a une chose que je dois vous dire aussi, c'est que une des raisons, à mon avis, pour lesquelles le film, à l'époque, a du mal à passer, et d'ailleurs Frankenheimer s'en est beaucoup expliqué, c'est le choix de l'acteur. Bon, à l'origine, Frankenheimer écrit son scénario, adapté de ce roman de science-fiction. Il écrit certaines scènes qui sont supprimées. Par exemple, il y a une scène au cours de laquelle, normalement, Rock Hudson, Tony Wilson, rencontre un père avec sa petite fille sur la plage. Et ils ont une longue discussion, et c'est une séquence qui commence à travailler une forme de remords chez le personnage, hein, ce qui expliquera ensuite qu'il ira voir sa femme, pour savoir comment il était. Et alors c'est drôle parce que quand on voit le film la première fois, on se demande le statut de la toute dernière séquence, vous avez vu, sur le générique. Et en fait, c'est pas du tout Rock Hudson, on croit que c'est lui, mais comme la fameuse séquence de la petite fille que le père prend sur ses épaules, qui a été coupée, Rock Hudson l'a réutilisée, hein, sous une forme un peu comme ça, déformée, ce qui fait qu'à la fin, c'est pas du tout Rock Hudson qu'on voit, mais quand on le voit loin, on pense que c'est lui, mais c'est une sorte de reliquat, de reste de cette séquence qui a été coupée. Mais l'acteur, c'était donc un gros problème pour John Frankenheimer, qui, il faut le rappeler, à l'époque, une sorte de Wonder Boy du cinéma américain. Il a commencé en 1957, il a fait 2 films, Manchurian Candidate et 7 jours en mai, qui ont vraiment marché. Donc ça devient voilà, une des personnalités dans le cinéma américain sur lesquelles le studio ont envie d'investir. Voilà, l'homme fait des thrillers de politique fiction qui marchent, il a des grands acteurs, c'est parti. Et Seconde va être le premier échec de sa carrière, pas le seul d'ailleurs, et ça va considérablement abîmer sa carrière, l'échec qu'il a suite à ce film. Et ce que disait Frankenheimer, lui, il expliquait l'échec du film par plusieurs raisons, mais 2 principales. La première, qui est la moins importante, c'est l'idée que, selon lui, le spectateur, il manque un acte au film. Parce que le film est construit en 2 parties. Hamilton, grosso modo, on éprouve sa petite vie de banlieue, un peu déprimante, il a envie de changer, il fait le bilan, il arrive à mi-parcours, il ne s'est rien passé, il a envie de changer de vie, il est contacté par une organisation qui est traitée comme une secte, évidemment, et d'ailleurs, il faut rappeler que lorsqu'il signe avec l'organisation, il le fait sous la contrainte. Hein, c'est parce qu'on l'a drogué, qu'il y a une forme de chantage lié à cette femme dont il pense que lui l'aurait éventuellement violée. On ne sait pas si c'est une hallucination ou pas, mais en tout cas, c'est pas un acte d'achat volontaire. On lui force quand même un tout petit peu la main. Et là, on passe à la seconde partie du film, et pour le spectateur, évidemment, c'est une audace incroyable. Le seul film dans lequel on retrouvera un tel pari, une telle confiance envers le spectateur en disant voilà, il peut croire qu'un même personnage, c'est 2 acteurs différents, c'est évidemment cet obscur objet du désir de Louise Buñuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec ce même personnage incarné par 2 femmes différentes, Carole Bouquet et Angela Molina. Bon. Mais c'est très osé au cinéma, très osé parce qu'on construit une identification pendant 45 minutes, on est avec ce personnage-là et brutalement, on le laisse tomber en race campagne. Et on demande de se réidentifier à un autre personnage, tout en n'oubliant pas qu'il a été celui-là. C'est extrêmement compliqué. Et donc, Frankenheimer disait, il manque un acte à ce film qui serait un acte 2. Il y a un acte 1, un premier acte, c'est Hamilton. Il y a un acte 3, c'est Tony Wilson menant sa petite vie de peintre. Bon, le métier qu'il voulait faire, c'est très très beau d'ailleurs, cette idée qu'il veut être peintre, mais il est nul, quoi. C'est vrai, dans la vie, c'est tellement souvent ça. Et bref. Et au milieu, il manque un truc. Et selon Frankenheimer, il manque ce moment où on va croire au personnage de Tony Wilson. C'est-à-dire qu'il manque le moment qui fabrique de l'empathie pour ce personnage-là. Et selon lui, la rupture était trop brutale. Et elle est d'autant plus brutale qu'il y a eu à l'époque des critiques américains qui ont écrit « Mais qui peut croire un quart de seconde que John Randolph, qui est l'acteur, qui joue le rôle de Hamilton, je signale au passage, c'est un acteur blacklisté, que Frankenheimer a fait tourner, c'est important. Qui peut croire que John Randolph va, à la faveur d'une opération de chirurgie esthétique, se transformer en Rock Hudson? Personne. C'est évidemment absolument pas crédible, personne n'y croit, etc. Donc, alors,
Moi, je pense... Alors, Frankenheimer dit oui, c'est vrai, il y a un problème, parce que le premier choix de Frankenheimer, c'était Kirk Douglas. Au début, il ne voulait pas avoir deux acteurs différents. Il voulait avoir un même acteur qu'il allait grimer monstrueusement dans la seconde partie. Il avait pensé à Kirk Douglas. Mais il se trouve qu'il avait fait des essais et ça ne fonctionnait pas. C'est que le moment où Kirk Douglas apparaissait dans la seconde partie, il y avait un côté frère Bogdanov, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, enfin à l'époque, un peu d'anachronisme, c'est pas grave, mais c'est-à-dire qu'on voyait le postiche, ça fonctionnait pas, etc. Donc il s'est dit, avec un seul acteur, on ne verra que le maquillage, la transformation. Donc il est allé radicalement vers le choix de deux acteurs différents. Et donc il prend Rock Hudson. On y reviendra parce que Rock Hudson, c'est pas un choix évidemment innocent. Quand Rock Hudson débarque dans le film, il débarque avec tout ce qu'il est, Rock Hudson. C'est toujours ça au cinéma. Un acteur, il n'arrive jamais vierge. Son corps charrie une histoire du cinéma avec lui. C'est comme quand John Wayne débarque ou Clint Eastwood débarque. On ne peut pas faire comme si on ne les connaissait pas avant. Et si on n'avait pas vu déjà 10, 15, 30 films avant. C'est comme ça. Enfin, à moins d'avoir vécu sur Mars ou Hibernatus. Mais normalement, c'est ça. Donc, quand Rock Hudson débarque, il charrie avec lui toute l'histoire, son passé, on pourrait dire cinématographique, les rôles qu'il a joués, Rock Hudson. Et j'y reviendrai après parce que c'est important, le fait qu'on voit débarquer Rock Hudson, on sait ce qu'il a fait auparavant. Mais évidemment, la plupart des gens ne croient pas à cet essai de métamorphose. Et Frankenheimer dit oui, c'est vrai, j'ai raté pour cette raison-là. On n'y croit pas. C'est pas crédible. Alors, première lecture, on se dit, ouais, Frankenheimer a raison, effectivement, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a deux films, on a deux histoires, deux personnages, que de façon un peu artificielle, dans notre tête, on veut connecter parce qu'on sait d'où ça vient, mais à l'écran, ça ne fonctionne pas. Et moi, je pense que ce défaut-là, en fait, c'est une des grandes qualités du film. C'est-à-dire que, ou bien on se dit, il faut que la transformation de l'un en l'autre soit crédible, ou bien on se dit, si c'est raté, c'est que ça raconte quelque chose à la fois du film et du désir du personnage. Autrement dit, le fait que Arthur Hamilton, John Randolph, cet acteur, qui est un acteur physiquement moyen, ordinaire, presque un peu disgracieux, quoi. Enfin peu importe, un quidam comme tout le monde, que ce type-là puisse se transformer en Rock Hudson, c'est-à-dire qu'il faudrait être fou pour croire que c'est possible. Il n'y a que lui qui croit ça. Et c'est-à-dire que si on encode cette espèce de ce délire-là, on se rend compte que le film devient beaucoup plus fort. Évidemment, comment est-ce qu'on peut croire parce que Rock Hudson, c'est la seconde chance. Comment est-ce qu'on peut croire que ce type-là peut se transformer en Rock Hudson? C'est ridicule. Ça n'arrivera jamais. C'est des trucs bigger than life. Il n'y a que dans les rêves qu'on croit qu'on peut devenir Rock Hudson. Et c'est pour ça que le fait que la transformation de l'un à l'autre ne soit pas gommée ou rendue fluide ou possible par un artifice d'acteur ou de scénario, à mon avis, elle joue parfaitement avec le film. Ce que le film raconte, c'est ça. Ce que le film raconte, c'est qu'il n'y a pas de seconde chance. Donc évidemment, qui peut croire un quart de seconde que quelqu'un en devient Rock Hudson? Absolument personne. Et c'est ce que va raconter le film. Ce qui fait que ce qu'on appelle un miscasting, c'est-à-dire une erreur, selon Frankenheimer, de casting, en fait, au contraire, rétrospectivement, je trouve, joue considérablement en faveur du film. C'est-à-dire que dès le début, c'est un mirage. On ne doit pas croire au fait que c'est possible que ça devienne Rock Hudson. Évidemment pas. Et c'est presque une sorte de choix d'acteur critique. Il nous dit, regardez, oui, Rock Hudson, ça peut être n'importe qui d'autre. Tout ça est une illusion, un mirage, une arnaque, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Manière de plomber ou de miner, si vous voulez, cette espèce de mythe, évidemment, de la seconde chance. C'est pour ça que moi, je trouve que au contraire, l'écart énorme entre les deux, d'ailleurs c'était même un écart énorme en termes de taille, de plein de choses, joue plutôt en faveur du film. Même si à l'époque, au moment des répétitions, John Randolph avait essayé de prendre dans son jeu, alors je ne sais pas si ça se voit véritablement, quelques postures et quelques gestes de Rock Hudson. Oui, c'est subtil. Et inversement, Rock Hudson, quand il commence à jouer dans la partie Tony Wilson, avait appris quelques postures, quelques trucs de Randolph, de manière à lisser un tout petit peu le passage de l'un à l'autre. Ça, c'est une pétition de principe. À l'écran, ça ne se voit pas du tout, me semble-t-il. On a juste le passage de A à B, du noir au blanc. Enfin, à aucun moment, on fait la connexion dans notre tête, quoi, si vous voulez. Donc, moi, ce que je trouve formidable dans ce film, c'est qu'on pourrait dire que c'est à la fois un film de politique fiction, véritablement, qu'avec tout, on a toute la chaîne de la conspiration. Regardez, c'est un film qui date de 66, le nombre on pourrait dire, de films qui sont, ou de sous-genres qui sont en germe dans Seconds. C'est incroyable. Vous avez l'impression que chaque séquence, ça va devenir un genre de cinéma américain.
Hein. On a aussi bien le film de conspiration dont je vous parlais, aussi bien, on pourrait dire, le film d'anticipation, hein, c'est-à-dire que le côté Truman Show, cette espèce de petite ville un peu, qui sonne toujours un peu faux d'ailleurs, de Malibu est incroyable. C'est aussi une espèce de critique déjà des mouvements contre-culturels, la fête, les espèces de bacchanal, la fête du vin est ridicule et même mal à l'aise au bout d'un moment. Hein, c'est une scène qui dure, et la façon dont le film Frankenheimer en fait un truc extrêmement agressif. C'est en même temps un truc qui est complètement du côté expressionniste. Alors, je peux parler de Kafka, mais on est vraiment là-dedans. Vous avez vu la séquence du faux rêve, lorsque la femme arrive sur lui. Il y a des décors à la Caligari. Hein, il ose tout. C'est complètement dingue. Alors qu'un quart d'heure avant, on l'a vu dans un train rejoindre sa femme dans une petite voiture, etc. C'est qu'il y a vraiment... Toutes les séquences du film sont comme le pacte faustien, évidemment. Toutes les séquences du film sont, à mon avis, presque des futurs genres, si vous voulez, du cinéma américain. C'est pour ça que la séquence, moi j'adore toute l'ouverture du film, enfin, passons même le générique, mais la séquence d'ouverture dans le Grand Central, c'est quelque chose, d'abord, qu'on n'a jamais vu à l'époque, absolument jamais vu, et ça filme quelque chose d'absolument ordinaire. Voilà, un type qui sort de son boulot et qui va rentrer, qui va aller prendre son train, etc. Et vous avez vu à qui est attachée la caméra au début du film. Parce que c'est gentil, le plan tangue, très bien. Et ça, donc cette idée d'une instabilité, hein, voilà, cette idée qu'on est toujours, on n'est jamais arrimé au bon point de vue dans le film. Mais vous avez vu ce plan qui tangue, etc. Ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que, par exemple, vous avez saisi le personnage qui suit au début Hamilton pour lui remettre un espèce de petit papier. Parce que la caméra, elle ne bouge pas n'importe comment. La caméra, elle est fixée. Ça s'appelle une snoricam. Ça a été un des premiers Frankenheimer à utiliser cette espèce de caméra-là. Bon. À votre avis, pourquoi est-ce que le personnage qui suit produit cette vision-là? Est-ce que vous vous dites juste, oui, bon, d'accord, ça bouge dans tous les sens, ça va mal, il fait chaud. Pardon? Ouais. Oui, mais il est menaçant, mais pourquoi? Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que la caméra, elle est fixée sur lui, elle fait tanguer déjà le plan, qu'elle rend tout, mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver plus tard dans le film? Oui? Donc? Non, ça veut dire que celui qui le suit, c'est parce qu'il y a quelque chose de totalement pervers dans ce système-là, c'est que tu peux sortir de la compagnie si tu donnes quelqu'un en échange. Hein, c'est une forme, c'est donnant-donnant. Tu peux sortir, d'où le fait qu'au début, il reçoit le coup de fil du fameux Charlie, là. Mais le Charlie, il n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. C'est-à-dire que Charlie, il est au stade auquel sera Rock Hudson, enfin Hamilton, à la toute fin du film. Il lui faut impérativement trouver, en gros, une victime pour pouvoir, lui, sortir de ce système-là. Parce qu'évidemment, personne n'arrive à le faire en bout de course. Et donc, le plan du début, alors oui, c'est une façon, on pourrait dire, un peu stylistique. On pourrait même trouver un peu grossière, voilà, d'entrer dans le film, cette espèce d'inquiétude, ce côté paranoïaque, le monde entier nous regarde, etc. Mais ce qui est assez beau, c'est que le scénario va justifier ça à un moment. C'est pas juste, tiens, j'ai une petite caméra que je mets sur l'épaule, et puis je vais vous filmer la traversée d'un type dans Grand Central à New York, et puis j'aurai le sentiment de donner un peu le tournis et que tout va mal. Pas du tout. Il y a ça, bien sûr. Mais l'intérêt, c'est que ce plan de caméra-là, cette espèce de mouvement de caméra, qui est le mouvement du prédateur qui cherche le prochain pour sortir de ce système infernal-là, il est légitimé par le scénario 1 heure plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, c'est 1 heure plus tard qu'on va comprendre quelle était la raison, on pourrait dire, narrative de ce mouvement de caméra-là, indépendamment du fait qu'évidemment, la première fois, je voulais vous lire le fameux petit passage de Tavernier qui expliquait très très bien ça, qui disait, il y a le Frankenheimer, il a le sens, qu'est-ce qu'il disait, voilà, il filme comme on donne des coups de poing, en gros. Alors ça veut pas dire qu'il filme à la truelle, hein. C'est qu'il filme comme on donne des coups de poing, et il a une façon, on pourrait dire, de faire surgir des plans comme on fait surgir des explosions. C'est vraiment comme ça c'est pour ça que quand vous voyez le début du film, il n'y a pas de temps d'acclimatation. Vous avez vu la vitesse à laquelle on est rentré là-dedans, mais on a l'absence totale de distance, on est tout de suite collé à ce personnage-là. Et moi je pense que, à mon avis, la puissance évidemment du film, c'est de créer au début du malaise sur quelque chose qui est totalement ordinaire.
C'est ça, à mon avis, le grand discours, le grand discours, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, la grande idée du film, c'est ça. C'est que le personnage, il perd sur les deux tableaux. Au début, il a une vie qui est l'American Way of Life typique. Voilà, métro, boulot, dodo, on pourrait presque dire. C'est à peu près ça. Bon. Mais insatisfaction absolue. Ce que raconte évidemment le film, on est aux années 60, c'est ce moment où finalement ce mode de vie-là, hérité des années 50, est un mode de vie qui ne... Enfin, c'est un matérialisme creux, la recherche du boulot, de la maison, du confort, etc. Mais ça produit quoi? Une espèce d'insatisfaction monstrueuse, un vide existentiel total. Voilà. Le personnage, il est pris exactement à ce moment-là. Bon. Et ce que filme Frankenheimer au début, c'est qu'il filme l'envers. C'est pour ça qu'il montre ce que plein d'autres cinéastes ont montré dans les années 50, mais sous un jour extrêmement sympathique, coloré. J'ai une femme, j'ai un endroit où aller, j'ai un frigo, formidable, tout est beau, il y a la cheminée, la fille a du boulot, elle doit rentrer une fois tous les week-ends. Tout ça, plein de cinéastes l'ont montré sous un jour plutôt sympathique, genre réussite sociale familiale. Ce que fait Frankenheimer, c'est que si vous prenez, vous oubliez ce que vous avez vu, mais vous prenez le scénario de la première partie, on pourrait presque dire, tout est formidable. Mais la façon, j'exagère, mais la façon dont Frankenheimer le filme en fait quelque chose de totalement pathologique. Autrement dit, ce qu'il va chercher dans ce que la plupart de beaucoup de cinéastes américains et de ce qu'Hollywood a vendu comme un grand modèle de consommation, l'American Way of Life dans les années 50, c'est un grand modèle de consommation, tout le monde est content si tout le monde achète, c'est tout simplement ça que ça raconte. Ce que filme Frankenheimer, on pourrait dire c'est la dimension pathologique. Il le filme du point de vue de sa pathologie, c'est ça. Et quand il va aller chercher la vraie monstruosité, cette entreprise, organisation, etc. Là, il la filme du point de vue de la normalité. Une petite entreprise de boucherie, on est à un bureau, tout est beau, il y a du tech, voilà, on mange du poulet. Enfin, le rendez-vous avec les Ruby et Will Geer, là, le grand Manitou, tout ça, on pourrait être dans n'importe quelle corporate, entreprise américaine, on va chercher du boulot pour un exécutif quelconque. Mais ce que fait Frankenheimer, c'est que là, par contre, ce qui est en train de se négocier, c'est atroce, le vrai cauchemar, il est là, et lui, il le filme comme un truc casual, c'est-à-dire comme si c'était absolument normal. Et alors, la deuxième lecture, évidemment, de cette stratégie qui met en permanence en œuvre, c'est de se dire, oui, mais finalement, non seulement ce qui est rendu désirable dans le mode de vie américain des années 50, le côté la bagnole, la télé, le canapé, la maison de banlieue, le petit boulot, les heures, etc., c'est un cauchemar. Mais si je filme l'horreur de façon normale, il dit exactement la même chose en inversant le truc. Exactement la même chose. Cette fois, il va filmer l'horreur, et l'horreur, c'est quoi? C'est quoi l'horreur d'organisation? Donc, c'est la version cauchemardesque de quel principe? Ouh là là. Non, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a deux choses dans sa ligne de mire, John Frankenheimer. Il a d'un côté, on pourrait dire, le mode de vie américain, l'américain moyen tel qu'il est incarné par Randolph et sa femme, mais le responsable à l'origine de cette espèce de mode de vie-là, c'est quoi? C'est l'organisation. Et l'organisation, c'est quoi? C'est quoi dans le film, l'organisation? Totalitaire, ouais, c'est un système capitaliste, tout simplement, dont que Frankenheimer tire de façon expressionniste, c'est-à-dire dont il va déformer, dont il va radicaliser tous les principes. C'est-à-dire que c'est pas j'achète une maison, etc., etc. J'achète ma vie. Mais est-ce qu'une maison, plus une voiture, plus un salaire, plus un employeur, plus un mode de vie, à la fin, c'est pas ma vie tout court? Ce qui fait que l'idée de changer de vie, ça devient la métaphore de je change de mon mode de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, ce que fait Frankenheimer, comme dans toutes les fables, on pourrait dire critiques un peu subversives du cinéma, et là, en l'occurrence, dans les années 60, c'est qu'il pousse un bouchon plus loin. Ça. C'est-à-dire qu'au fond, là où le film nous invite à, où le scénario du film nous invite à dire, oh là là, il a une vie d'abord normale, et là, il tombe dans les griffes de quelque chose d'absolument monstrueux. Ce que fait Frankenheimer, c'est qu'il inverse. Il nous dit la vie normale, elle est monstrueuse, et dans quoi il tombe? Il tombe dans la logique absolue de sa propre vie à lui. Autrement dit, il prend à front renversé. Vous comprenez ça?
il prend à front renversé la logique du scénario. Au début, ce qui devrait être normal, il le filme comme un truc extrêmement agressif, jamais à bonne distance, dérangeant. Tout est problématique, le baiser, le téléphone qui sonne. Vous avez vu les 3 jump cuts quand il est à son bureau, la nuit, avec les plafonds et le téléphone sonne. Qu'on se croirait, on se demande, il y a un sentiment qu'il y a une menace permanente, que le monde va s'écrouler, et pourtant c'est juste le téléphone qui sonne. Pareil quand il va embrasser sa femme, dans la voiture, quand il prend le train, toutes ces petites choses, etc. D'un seul coup, du point de vue du scénario, sont des choses qui sont absolument, on pourrait dire, ordinaires, qui appartiennent au mode de vie américain moyen, et même de tout le monde. Mais lui, il le filme comme quelque chose d'insupportable, de totalement agressif. Et quand on va passer dans ce qui, du point de vue du scénario, devrait être un truc incroyable, ce moment où on rencontre les gens de l'organisation, là c'est tout le contraire. Et ça commence de façon extraordinaire. Les premières étapes pour aller dans ce bureau, qui est juste un bureau comme il en existe des milliers, voilà, vous oubliez ce qui s'y raconte là-dedans, c'est un bureau comme les autres. Les types sont en costard, ils présentent bien, ils offrent à manger, du poulet, tout y est, tout est parfait. Mais au moment où on va rentrer, je ne sais pas si vous avez vu, on passe par des petites échoppes. Il y a d'abord cette espèce de pressing, la boucherie, etc. C'est une façon pour Frankenheimer de ne pas passer directement de le mode de vie américain à la grosse entreprise. Il nous dit ce système-là, c'est un système de rouage. C'est de la petite entreprise. D'abord, petite entreprise, c'est le pressing. Deuxième entreprise un peu plus gros, c'est la boucherie. Et puis la viande, on sait ce qui va advenir de son corps. Donc c'est une façon comme ça de nous préparer au fait qu'il y a du cadavre dans l'air, il y a un travail sur la chair, de la chair morte, etc. Peu à peu, c'est une façon de pur néologisme, mais de viandiser le personnage. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant dans la séquence du poulet. C'est pour ça que c'est très polanskien, la séquence du poulet. Parce que s'il fait que manger du poulet, c'est pas bien grave. Mais comme il mange du poulet après ce qu'on a vu depuis le début, autrement dit, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début ? On a vu des chairs qui suintent, un peu crados. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de répulsion à l'égard de la chair. L'idée, c'est quoi ? C'est que Frankenheimer, il veut nous faire ressentir le dégoût. On pourrait dire le dégoût, on pourrait dire la désillusion, le vide existentiel du personnage et son dégoût physique de lui-même. Autrement dit, il fait du personnage un espèce d'être un peu répugnant. Et d'ailleurs, nous, quand on le voit comme ça. On se dit, oui, ce type, il a raison de changer de peau parce que c'est vraiment un cauchemar. Il a des cheveux blancs, il a des verrues, il est pas beau, il est gros, il transpire, il est suintant. Bon. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en faisant ça, on pourrait presque dire qu'il prépare le terrain à cette idée que son problème à lui, c'est de changer de peau, déjà. Changer de vie, bien sûr, on va lui inventer plein d'autres choses, mais changer de peau. Et donc, la façon dont il passe de façon très pas didactique, mais très organisée, enfin très raisonnée, quoi, si vous voulez, de le petit pressing, voilà, en plus, évidemment, un pressing, vous savez ce que c'est, on enlève les tâches, on rend pur quelque chose qui ne l'est pas, que tout est très symbolique, évidemment, dans le film. Peut-être un peu trop, c'est peut-être le reproche, à mon avis, qu'on peut faire à ce film-là, c'est vrai que la métaphore, elle clignote beaucoup pendant 1h45, enfin, moi je trouve. Ce qui fait qu'on peut en parler 10 heures parce que ça clignote sans arrêt. Ah oui, j'ai un truc à dire. Et après, on arrive évidemment au moment de la boucherie de la viande, qui est une façon déjà de commencer à mettre à l'écran cette idée du corps mort, de la carcasse dont on va se débarrasser, et on arrive dans la boîte. Et le poulet. Et pourquoi je dis le poulet ? Parce que le poulet... D'abord, j'aime bien le poulet, donc je suis sensible à ça. Mais indépendamment de ça, je pense très honnêtement que si on était passé... Au cinéma, c'est toujours intéressant de se dire, et si c'était différent, ça avait été monté différemment, qu'est-ce qui serait passé ? C'est comme ça qu'on comprend soit que le type avait raison, parce que si c'est monté différemment et que je sens quelque chose de différent, c'est qu'il y avait un sens à ce montage. Si je monte différemment les séquences et je dis c'est pareil, c'est qu'il y a un vrai problème au montage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je me dis, ok, le poulet, je le prends et je le mets avant la séquence du pressing. Qu'est-ce que j'ai comme impression ? Pas du tout la même. Parce que le poulet, c'est la résultante du pressing et de la viande, et du côté dégoûtant des corps. Ce qui fait que quand il déguste de façon, avec un peu de bruit, le côté crispy, là, il le dit même, j'aime beaucoup cet adjectif-là, quand il dit ça craquelle, quoi. Il y a quelque chose qu'on trouve un tout petit peu répugnant. Vous voyez ce que je veux dire ? Son rapport à la bouffe, alors c'est pas la grande bouffe de Ferreri, mais il y a un rapport à la bouffe qui est qui est un peu dérangeant, et je pense que c'est exactement pour cette raison qu'à ce moment-là, l'homme mange du poulet. Et que le poulet, ça nous gêne, on ne sait pas pourquoi, parce que l'idée c'est évidemment de ne pas le formuler pendant la projection, il dit oui, bien vu le coup de la viande et du pressing, c'est pour ça que, non. Mais de façon, à mon avis, intuitive, cet épisode du poulet, on le ressent différemment, parce qu'il est venu après un travail sur la viande, un truc un peu répugnant, sur la chair, et là maintenant on a un type qui est tout en costume, tout propre,
et qui décide de déguster du poulet. Et ça, je pense que le film est de ce point de vue-là très très fort. Et ce qui fait que dans la seconde partie du film, là, on est dans, alors on pourrait presque dire, un autre courant du cinéma américain qui a déjà commencé quelques années plus tôt, qui va avoir un grand impact, parce que je disais tout à l'heure, Frankenheimer, son grand thème, c'est l'aliénation moderne, c'est vrai. Vous dire, c'est pas un thème hyper original, évidemment. Enfin, c'est le thème de, je sais pas, d'un cinéaste sur deux à peu près. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont lui le traite. Et on voit bien qu'une des grandes peurs qui travaille à la fois le film et aussi cette Amérique des milieux des années 60, c'est la peur de la programmation, du formatage. C'est quelque chose qui est totalement présent dans Seconds, et tout le problème du personnage, évidemment, c'est que cette seconde vie, c'est quoi ? C'est tout sauf la vie que lui a rêvée. C'est une vie qui a été totalement programmée, formatée, etc., etc. Et il se rend compte qu'il ne coïncide pas, qu'il ne lui correspond pas. Ce qui fait que toute la seconde partie du film, le malaise, il ne vient pas de la même chose. On voit bien sur quoi fonctionne le malaise de la première. L'inversion, la normalité, le cauchemar, tout ça, à mon avis, est relativement lisible. Le malaise qui arrive dans la seconde partie, alors à la limite, j'aimerais presque vous entendre, à votre avis, d'où il vient ? Et je dirais même d'avant la révélation des secondes, du genre on est tous comme toi, tu vois, à votre avis, d'où il vient ? Ouais, donc, comment c'est quoi cette même chose ? Ouais. C'est pire. Ouais. Oui, bah alors, c'est vrai, mais alors en même temps, moi je pense que pour moi la seconde elle est plus terrifiante. Bon, mais elle est plus terrifiante parce que dans la première partie, c'est quoi le problème du personnage ? C'est que c'est un personnage qui se vit. Alors, vous me dites si je suis clair ou pas du tout. C'est un personnage qui se vit comme une espèce de une simple surface, comme une coquille vide. Finalement, la coquille, elle avance, elle travaille, elle se déplace et tout, mais dès qu'il se met à regarder dedans, c'est la catastrophe. Il n'a plus envie de sa femme, sa fille est partie, il n'a rien construit, c'est le désert, c'est rien, quoi. Bon, c'est le... Directeur de la banque, vous avez envie d'être directeur de la banque, vous ? Non. Bon, alors, c'est nul. Non, je parle existentiellement, c'est nul. Vous voyez, il fait le bilan, bon, d'accord, directeur de la banque, mais c'est nul. Donc, il est qu'une surface qui, à un moment donné, se recroqueville. C'est le grand problème, évidemment. C'est pour ça qu'il faut avancer, parce que si on n'avance pas, on s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'arrête ? On regarde sur soi. Et ça, c'est le grand drame. Pour ça que c'est L'Homme pressé. Je ne sais pas si vous avez peut-être lu à la fois le roman de Morand et le film de Molinaro, qui est pas mal d'ailleurs avec Alain Delon. Ça n'a rien à voir, mais je pense à ça. Parce que c'est un film qui raconte bien ce syndrome-là, de l'homme pressé, ne peut pas s'arrêter. Bon. Et donc, dans la première partie du film, on a un type qui est une surface, qui est une coquille vide, et lorsqu'il regarde à l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société, le modèle de société de consommation américain des années 50, dont lui est un dépositaire, ça produit que de la surface. Ça produit que ça. Que des gens qui ont l'apparence d'être heureux, l'apparence du confort domestique, etc., mais qui en fait ne l'ont pas. Dans la seconde partie du film, ce que je veux juste dire, c'est que dans la première partie, le vrai drame du personnage, c'est qu'il n'a pas le courage d'affronter ce vide-là. Ce qu'il fera, mais trop tard, quand il ira voir sa femme, sous les traits de Rock Hudson. Dans la première partie, il n'a pas le courage. Son courage, c'est la fuite. Il lui dit, finalement, j'ai rien. Alors, comme j'ai rien, il y a deux solutions. Ou bien, je le remplis, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je discute avec ma femme, on remet à la fois du sens, du contenu, on revoit les choses différemment, mais c'est quelque chose qu'il a à portée de main. C'est pour ça que c'est un faiblard, le personnage. En fait, c'est rien que ça, mais un faible humain, quoi. Et au départ, il a dans les mains ces cartes-là. Il ne les joue pas. Il préfère être séduit par le changement, et puis un peu la main, il est forcé, et là, il rentre dans la seconde partie du film. Le drame dans la seconde partie du film, c'est que cette alternative, évidemment, elle n'existe pas. C'est-à-dire que on pourrait dire que tout l'objectif de l'organisation, et de cette fausse petite vie, le côté Truman Show, cette petite communauté où tout est faux, c'est pas du tout de
remplacer, on pourrait dire, un fond par une surface en disant finalement, superficiellement, la grande critique du film, c'est la superficialité de la société de consommation. Ben voilà, tout est superficiel, mais rien ne vous empêche de la rejeter. Le problème dans la seconde partie du film, c'est que lui n'est plus qu'une surface puisqu'il a changé de tête. Et que toute la vie qui vient de se créer, le faux peintre, les toiles qu'on lui fournit, ses amis, tous ces gens dont on pense qu'ils sont là, en fait par hasard, en fait pas du tout. Autrement dit, la seconde partie du film, et je trouve le film très subtil de ce point de vue-là, confond la surface et le fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre position possible que celle d'être totalement superficielle. Vous comprenez ça ? Et ça, je trouve ça génial. Parce que ça rend plus complexe, plus malin, vous voyez, le film. Enfin, plus malin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, les premiers on les comprend, etc. Mais si on compare les dilemmes ou les problèmes des deux personnages, on se rend compte que c'est autour des mêmes choses, mais pas vraiment. C'est-à-dire que dans la seconde partie du film, la surface, il est devenu la surface, il n'est plus que ça. Et lui se met, et c'est au moment où il est devenu la surface qu'il se met à penser intérieur. C'est où le personnage d'Hamilton veut s'exprimer, il boit, il veut dire qui il est, etc. Oui, mais ça c'est fini. Alors que dans la première partie du film, qu'est-ce qu'elle fait dans la première partie du film ? Elle ne cesse d'exagérer la surface monstrueuse. D'où les gros plans, le grain de peau, la transpiration, tout est disgracieux, etc. etc., etc. Hein, comme, d'une certaine façon, comme si le film nous disait à ce moment-là, le problème de ce personnage-là, c'est qu'à trop vouloir se concentrer sur, on dirait, un confort superficiel, évidemment, il en a oublié de vivre sa vie, de réfléchir à deux, trois trucs, etc. etc. Mais c'est ça qui est beau, c'est la façon dont, à mon avis, il y a deux niveaux dans Seconds. Il y a le côté un peu char d'assaut, le film est un char d'assaut, hein. Donc voilà, les effets de style dont on a parlé, la coupure en deux, le choix des acteurs, la séquence de grand central, enfin des choses qui sont là pour taper à l'œil, presque tape à l'œil, stylistiquement magnifique, mais par moments un peu tape à l'œil. Et puis il y a cette autre note que moi je trouve presque beaucoup plus subtile, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à la fois Kafka et Twilight Zone. Bon, c'est vrai, vous l'avez capté ça en voyant le film, hein, ça vous est apparu clairement ? Hein, bon. Donc, évidemment, Kafka, le procès, la société, forme d'oppression. Vous avez vu dans toutes les séquences de la boîte, combien est-ce que Frankenheimer se concentre sur les plafonds. Hein, vous vous souvenez, je veux dire, ça c'est c'était une des grandes idées de Kafka, de Wells, lorsqu'il tourne le procès, c'est que la caméra soit toujours un tout petit peu plus bas que le niveau du regard, de manière à ce que dans le plan, comme dans Citizen, enfin bon, peu importe, c'est un truc très wellsien, ça, si vous voulez, mais c'est une façon de toujours introduire dans le cadre, ce qui ne se faisait pas du tout dans le cinéma classique hollywoodien, un tout petit peu du plafond, ce qui écrase les personnages, ce qui rend un peu claustro l'univers, ce qui les étouffe. Manière de dire, c'est une liberté toute relative. Et là, Frankenheimer, il y a évidemment qu'il y a un côté wellsien chez Frankenheimer, ça se voit tout de suite, quoi, reprend ce principe-là, mais il ne le reprend pas à tout moment. Hein, il le reprend évidemment dans l'appartement et dans la boîte. Et vous vous rendez compte dans la boîte, et d'où la fameuse séquence du cauchemar, c'est un délire de cette espèce de l'arrivée du plafond sur la tête, en grosso modo, ça se relève carrément comme ça. Dans la séquence de la boîte, tous les plafonds sont écrasants. Hein, tous. Ce qui est évidemment une façon de dire, que l'écrasement du personnage, évidemment, augmente, hein, s'amplifie si vous voulez, et c'est aussi une façon évidemment de symboliser l'essai de société dont on comprend que l'origine de son problème c'est la consommation, c'est sa vie, mais tout ça, ça vient d'un principe capitaliste que la société américaine des années 50-60 et quelque chose qui l'écrase évidemment totalement. Hein. Et ça c'est beau parce que c'est quelque chose alors, qui vient totalement du procès. Et Twilight Zone, pourquoi ? Parce que Twilight Zone c'est la grande... Vous connaissez Twilight Zone ? Parmi vous ? Ah, bah, c'est pas bien ça. Pas bien, parce que Twilight Zone, c'est... moi, je ne suis pas du tout un connaisseur féru de séries télé, mais Twilight Zone, point. Mais Twilight Zone, c'est la matrice, c'est-à-dire qu'il faut que vous regardiez à 5 ou 6 saisons, écrits par Matheson et d'autres, réalisés par de grands cinéastes, c'est-à-dire que toutes les terreurs de l'Amérique moderne, des années 50-60, elles sont dans Twilight Zone. Voilà, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que c'est tout y est. Le formatage, la peur de la fragmentation, cette consommation, l'illusion, tout y est. C'est-à-dire que c'est une sorte de long descriptif de tout ce qui va nourrir le cinéma américain moderne, c'est dans Twilight Zone. Et donc, vous vous souvenez, dans Twilight Zone, c'était souvent des épisodes qui étaient fondés sur une sorte de changement
de perspective, pour ceux qui sont certains d'entre eux notamment, à la toute fin du film. C'est-à-dire que le film, l'épisode de la série, nous habituait à regarder un monde avec une certaine focale. Par exemple, je suis sur Terre et je crois qu'il va y avoir une explosion, quelque chose, et je prends mon vaisseau et je m'en vais dans l'espace. Dernier plan du film, on se rend compte que finalement, l'endroit qu'on quitte, c'est l'espace, et l'endroit vers où on va, c'est la Terre. Autre exemple, un des meilleurs épisodes de Twilight Zone, parce que je dis ça parce que tous les cinéastes de cette génération-là ont vu des épisodes, et surtout les suivants, les Spielberg, les Joe Dante, les Carpenter, ont tous été biberonnés, évidemment, au lait de Twilight Zone. Et il y a un des meilleurs épisodes de Twilight Zone, je crois que c'est saison 3, mais je ne sais plus exactement, dans lequel une femme va se faire opérer, et donc tout se passe dans un hôpital, elle veut se faire opérer le visage. Mais on ne comprend pas, elle est plutôt belle et tout. Donc elle se fait opérer, et tous les membres du personnel de l'hôpital, on ne cadre jamais leur visage. On voit leurs blouses qui sont en blanc, leurs petites chaussons, etc. On voit les labos, on voit tout ce qu'on veut, mais on ne voit jamais les visages, on ne voit le visage que de la patiente. Et donc on se dit, mais cette fille est super belle, de quoi elle va se faire opérer ? On est dans les années 60, on n'est pas aujourd'hui. Et donc elle se fait opérer, gros bandage. Ça, je dis ça parce que le film se souvient de secondes de ça. Et donc on enlève son bandage, et là on tombe sur une fille atroce, avec une sorte de groin de cochon. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui a pris ? Bogdanov, quoi. On se dit, encore un problème. Et là, à ce moment-là, la caméra dans le contre-champ révèle le visage de tous les gens, évidemment, de l'hôpital, patients, médecins, et ils ont tous des têtes de cochon. C'est génial, et ça, je pourrais multiplier comme ça les exemples, c'est quelque chose de fou. Et Twilight Zone fonctionnait beaucoup là-dessus. Alors, c'est à la fois anecdotique, ça emprunte au genre, et c'est très profond métaphysiquement, c'est très très profond. Je veux dire, mais même si vous avez des enfants, c'est des très bonnes leçons. Moi, j'ai fait avec les miens, je peux vous le dire. Vous leur montrez les Twilight Zone, c'est des leçons de vie formidables. Tiens, on verra cet épisode-là, il y a des choses absolument incroyables. Donc tout ça pour dire que ce Gonz, il est dans ce grand bain des années 60, si vous voulez, il est aussi poreux à ça. À cette série qui à l'époque a un succès phénoménal. Et donc il y a une autre chose dont je n'ai pas vraiment parlé, c'est par rapport à la façon dont le film de Frankenheimer se situe aussi. Il y a quelque chose qui pour moi est typique du cinéma américain du milieu des années 60. Enfin, ce fameux cinéma un peu incertain, bizarre, coincé entre deux moments qu'on va retrouver dans quelques films, dont je dois citer certains. C'est l'idée, alors on ne pourrait presque dire que le premier qui invente ça, c'est Hitchcock avec Psycho en 59, c'est l'idée de ce qu'on appelle la skise, la coupure en deux. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que quand vous prenez des films comme Mickey One d'Arthur Penn, un personnage, qui a vu Mickey One parmi vous ? Ouais. Mickey One, donc Arthur Penn, 65, Warren Beatty, d'artistes de cabaret, s'imagine, se croit, on ne sait pas, poursuivi par la mafia pour une dette de jeu qu'il aurait contractée et pas remboursée. Voilà. Donc le film avance sur une espèce on pourrait dire de terrain un peu glissant, où on ne sait jamais si on a affaire évidemment à une réalité ou alors à une folie ou à un dérèglement mental du personnage. Vous avez évidemment Bunny Lake a disparu, je ne peux pas vous le révéler, mais qui est aussi un film qui fonctionne terriblement sur un dédoublement de personnalité ou de personnage. Il y a Lilith de Robert Rosen, enfin, je pourrais en citer beaucoup, avec évidemment comme film inaugural Psychose. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce Gonz est à mon avis, est la formulation intelligente de quelque chose qui traverse le cinéma américain de l'époque, qui est la schizophrénie, qui est la coupure. C'est-à-dire que le problème de ce Gonz, c'est que c'est une Amérique, c'est une société, un monde qui est scindé en deux. Et ces deux parties n'arrivent plus à fonctionner ensemble. Et le film emprunte cette forme-là. Comme Norman Bates a été à la fois Norman Bates et sa mère, et je pourrais multiplier tous ces exemples-là, comme Catherine Deneuve dans Répulsion s'imagine elle-même et une autre. Là, le film, il est double, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que la coupure, qui est cette de schizophrénie d'un cinéma américain qui ne sait pas où il faut aller, parce que c'est ça, qui est tiraillé entre la critique du modèle et sa reconduction, entre des influences différentes, il ne sait pas où aller, même entre l'Amérique et l'Europe, en termes d'influence, de modernité, etc., etc. Eh bien, le film de Frankenheimer, il installe cette coupure au centre du film. Ce qui fait que le film est monstrueux, mais au sens strict du terme. Moi, j'y reviens parce qu'il faut vraiment... c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un film c'est un film monstrueux. Et alors, évidemment, à cause de sa forme, totalement irréconciliable.
de deux acteurs dont personne ne croit qu'ils sont emmenés, que l'un a été l'autre, évidemment, même en termes de style. Hein, il y a quelque chose. L'idée de Frankenheimer, c'est de montrer, de faire que les coutures soient visibles. Hein, c'est ça l'idée. Quand je passe d'un style à un autre, les cicatrices, etc., c'est un film qui travaille beaucoup autour de la chirurgie, de la greffe, de la cicatrice, de la ramification. Hein, il est obsédé par ce motif-là, mais il veut montrer que ça existe. Il ne les gomme pas. C'est ça que je trouve assez beau d'ailleurs, c'est qu'il ne les gomme pas. C'est-à-dire que même par moment, vous savez la figure du jump cut, vous savez ce que c'est la figure du jump cut? C'est quand vous filmez un personnage, un endroit, peu importe, c'est que votre caméra est toujours posée selon un certain axe. Et la plupart du temps, quand on décide de filmer à 2-3 reprises un même sujet, on va changer l'angle de la caméra. Une fois là, par exemple, vous, si je vous filme, une fois ici, je m'approche là, et puis je m'approche un peu plus en gros plan. Bon. Pourquoi? Parce que c'est une façon, je peux même passer par d'autres plans entre-temps, pour revenir vers vous. Parce que c'est une façon d'adoucir le passage d'un plan à un autre. Le jump cut, c'est un truc qui en fait, conserve le principe du changement, mais sans jamais changer d'axe. Ce qui fait qu'on a l'impression que je jump, c'est-à-dire que je saute littéralement vers le personnage. Hein. Hitchcock en avait fait des très célèbres, notamment dans Les Oiseaux, par exemple, la découverte des yeux crevés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque l'institutrice arrive et découvre que un des personnages, son jardinier, je crois, a les yeux crevés, et ben Hitchcock s'est servi avec un jump cut, en 3 coups, ce qui rendait extrêmement violent l'apparition au 3e plan des yeux crevés du personnage. Le jump cut, c'est quelque chose qui est utilisé par De Palma, par Argento, par beaucoup d'autres cinéastes, et ça a un effet de violence très important, et surtout, ça met en évidence le montage. C'est tout sauf une figure qui tente à s'invisibiliser elle-même. Non. Généralement, le montage, dans la grammaire classique hollywoodienne et qui reste encore très, d'ailleurs, en œuvre aujourd'hui, hein, le montage, il ne doit pas se voir. Ou alors, s'il se voit, il est magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Où je le vois, je mets en évidence le montage et je fais du Brian De Palma, ou alors je ne veux pas qu'il soit visible. Le cas du jump cut, et ce que fait Frankenheimer là, en permanence, il ne cesse de faire des faux raccords. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agression, le montage, il heurte le regard dans Seconde. C'est pour ça que c'est un film qui produit aussi un peu du malaise malgré tout, qui n'est pas agréable, qui est fascinant, mais qui n'est pas agréable à regarder. Hein. C'est-à-dire que les coupures, elles sont sèches, elles ne sont pas naturelles. On a toujours le sentiment que Frankenheimer nous envoie un plan dans la tête, quoi, comme si chaque plan était un coup, parce qu'il ne rend pas du tout fluide le passage de l'un à l'autre. Et là encore, on est dans l'idée d'un espèce de film, d'un corps un petit peu monstrueux. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, un film comme Seconds, et j'aurais pu en prendre 3-4 autres de cette période-là, c'est des films qui sont obsédés par la schizophrénie, par la coupure, par la greffe qui ne prend pas, pour une raison toute bête, c'est que, et là si on fait, c'est qu'on a presque le sentiment que c'est le cinéma américain, c'est ce qu'il a emprunt, les membres qu'il est en train d'emprunter à différents genres. Il le prend à plein de genres, il prend un peu à la France, un peu à l'Italie, il prend un peu partout, mais tout ça donne un espèce de truc un peu brinque-ballant, un peu monstrueux, pas vraiment au point, à une créature filmique un peu drôle. Ce qui est Seconde, c'est une créature filmique malade, c'est un monstre, tout simplement Seconde. Et tout ça, on pourrait dire, va se résorber à la fin des années 60 quand le nouvel Hollywood va arriver. Et il faut rappeler que Frankenheimer, lui, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'il va continuer à tourner pendant Nouvel Hollywood, mais après des films comme ça, un peu tonitruants, assez majestueux, souverain, Manchurian Candidate, qui est un film incroyable. D'ailleurs, vous avez repéré Kick Dig, l'acteur d'origine coréenne, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait dans Manchurian Candidate, qui était responsable du lavage de cerveau, qu'on revoit là dans Seconds. Et c'est lui qui dit à Rock Hudson, votre style, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous avez un style réaliste et poétique en même temps. Je ne sais pas si l'autre veut savoir, mais je suis un peintre, mais je suis quoi? Moi, je suis plutôt cubiste. Et tu dis, ça va être ça, c'est ce qui va vous caractériser. C'est du réalisme, en même temps très poétique. Ce qui est la définition exacte, entre parenthèses, du rapport de Frankenheimer à son film. Il fait un film qui est totalement réaliste et il se permet une poétique expressionniste extrêmement forte. Mais on sent, là, c'est le moment où Frankenheimer va chercher un de ses acteurs fétiches et lui fait dire un truc qui parle du film lui-même. Il dit, c'est quoi ton style? Façon de dire à Frankenheimer, mais c'est quoi Seconds? Et bien c'est ça. C'est un film à la fois réaliste et poétique, ce qui est évidemment exactement le film. Et donc tout ça pour dire que Frankenheimer, lui, après cette espèce de trilogie dingue, alors on peut voir des films qu'il a fait avant, vous avez peut-être vu aussi Le Train avec Burt Lancaster, hein, il a fait Grand Prix, un film qui a fait un usage complètement dingue du split screen sur les Grands Prix de Monaco. Vous avez vu ça, Grand Prix, ça vous dit rien? Vous le trouvez en Blu-ray, ça dure 3 heures, c'est génial.
Et il y a Montand, pour ceux qui aiment bien Yves Montand. Et donc voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en 68, John Frankenheimer va, pendant en gros tout le nouvel Hollywood, faire des films qui seront pas aux antipodes, qui seront des films toujours autant obsédés par, là on pourrait dire l'échec, la désillusion, des films extrêmement pessimistes, mais à un niveau on pourrait dire moins démonstratif, moins tonitruant et beaucoup plus intime. Et il a fait 2 films géniaux que je vous conseille de voir. Un en 69 qui s'appelle Quand les parachutistes arrivent, avec Gene Hackman. Formidable film sur des groupes de parachutistes qui vadrouillent aux États-Unis pour faire des petits shows comme ça devant 10 Pékins au fin fond du Texas ou du Wyoming et qui risquent leur vie dans des petits avions et qui se rencontrent les uns les autres. Donc c'est une sorte de petite chronique, on se croirait presque dans du, je sais pas, Redline 7000 de War Dogs, quoi, si vous voulez. Et puis 2 ans après, il a fait un film extraordinaire, moi c'est mon préféré de lui, c'est A Walk the Line, adapté, titre évidemment d'une chanson fameuse de Johnny Cash, et qui s'appelle en français Le Pays de la Violence, avec Gregory Peck, Tuesday Weld et Ralph Maker. Ralph Maker, c'était l'homme Mike Hammer dans Kiss Me Daddy de Robert Aldrich. Et voilà, l'histoire d'un shérif qui tombe amoureuse d'une jeune femme qui est la fille d'un type qui fait des ombiliques et qui trafique l'alcool. C'est une sorte de petite chronique extraordinaire à Walk the Line. Ça s'appelle Le Pays de la Violence en français, jamais sorti entre parenthèses en DVD. Donc, et après, il fera French Connection 2, pour ceux que ça intéresse. Un film, quoi. Vous avez déjà vu French Connection 2 de Frankenheimer? Qui l'a vu parmi vous? C'est quand même un film un peu frappadingue. Non, mais toute la première partie avec Gene Hackman, cocaïno, il y a un truc assez fou. Il y a chez Frankenheimer, mais moi je suis assez sensible à ça chez lui, par moment un côté suicidaire. C'est-à-dire que quand il fait French Connection 2, il n'y a que lui qui croit qu'il n'est pas en train de se tirer 12 balles dans le pied. Parce qu'il sort d'un succès, French Connection de Friedkin, il suffit de reprendre le truc, la formule, de continuer. Non. Lui, il va prendre un personnage, il l'enferme pendant une demi-heure, il le rend désagréable. Gene Hackman, c'est un peu le John Randolph, en grosso modo, mais avec un look de Popek, si vous voulez. Et puis, voilà, cocaïnomane, le film est insupportable, il ne se passe strictement rien pendant 35 minutes. Les Français, là, c'est quand même un des portraits les plus fameux qu'on n'ait jamais fait des Français. Bref, donc évidemment le film va dans le mur, et il ira à peu près dans le mur. Quand il fait Seconde, on sent qu'il n'est pas loin. C'est un film assez borderline, quoi, si vous voulez. Il y a un film génial de lui, vous avez peut-être vu, c'est Le Prisonnier d'Alcatraz, avec Burt Lancaster, tiré de la vie du prisonnier Robert Stroud. Ça, c'est un film exceptionnel, dans lequel Burt Lancaster joue assez en retrait, underplaying, comme on dit. C'est un film formidable. Et donc, il y a quand même ce côté un peu suicidaire chez John Frankenheimer, et à mon avis, qu'on sent là, bien dans Seconde. Il y a comme une dernière chose que je voulais vous dire, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Rock Hudson. Voilà. Nous, aujourd'hui, Rock Hudson, bon. Mais dans le cinéma américain des années 50-60, Rock Hudson, c'est une figure. Vous voyez, c'est comme, je parlais tout à l'heure de John Wayne, de Gary Cooper, qu'on verra le mois prochain, parce que c'est lui qui joue le rôle dans Le Rebelle de King Vidor, qui est le film du mois prochain. Un film extraordinaire, Le Rebelle. Ça, on peut en parler maintenant, non? Non, on attend le film. Et donc, il y a John Wayne, Henry Fonda. Vous voyez, Henry Fonda étant typique. Quand Henry Fonda débarque, il a été Lincoln, quoi qu'on en pense. Et quand Rock Hudson débarque, il a on pourrait dire, il y a 2 choses lui sont attachées. La première, c'est une série de comédies, on pourrait dire, familiales, pas très intéressantes, des années 50, Pyjama pour 2, des choses comme ça, tournées avec une actrice qui s'appelait Doris Day. Bon, voilà. Donc, il incarne, que quand Rock Hudson, en 66, débarque, au bout de 45 minutes de film dans le plan, les Américains, beaucoup moins maintenant, mais les Américains à l'époque, c'est lui qui voit débarquer notamment ce Rock Hudson-là. Le type qui a incarné l'Amérique insouciante, triomphante de la consommation des années 50 avec Doris Day. Puis Doris Day, une super femme, je veux dire, il y avait 2 lits doubles et il ne couchait jamais avec elle. Donc tout le monde était content. C'est vraiment la vision idyllique de l'Amérique des années 50. Voilà. Rock Hudson, Doris Day. En même temps, Rock Hudson, il a été aussi un des acteurs fétiches d'un immense cinéaste qui s'appelle Douglas Sirk. Vous avez sans doute vu Tout ce que le ciel permet, Le secret magnifique, ces choses-là. Voilà, il a été l'acteur de quelques-uns des films de Douglas Sirk, grand mélodrame hollywoodien des années 50. Et c'est aussi de ça dont se souvient John Frankenheimer. Parce qu'il prend les 2, Frankenheimer, il prend les 2 Hudson. Il prend le Hudson Doris Day. Voilà, le Hudson Doris Day, on pourrait presque dire, c'est le Hudson contre lequel Hamilton se révolte.
Hein, voilà, c'est le côté totalement superficiel, la société de consommation, tout est là. C'est le contre ce Rock Hudson-là que Arthur Hamilton va se rebeller. Pour lui, c'est vide, c'est atroce. Hein, et c'est dans la ligne de mire de Frankenheimer, c'est ce Rock Hudson-là qu'il a. Et puis, il prend l'autre Rock Hudson. Et l'autre Rock Hudson, c'est l'homme qui tourne dans les mélodrames de Douglas Sirk, hein, dont, alors là, on ne va pas repartir sur les mélodrames de Douglas Sirk, mais dont films qui n'avaient été pas forcément très bien reçus, et puis dans les années 60, fin 60, début 70, sont des films qui ont été réévalués, parce qu'en France, le mélodrame, la critique française des mélodrames, c'est pas très sérieux. Puis un jour, il y a des gens qui ont dit, dont notamment un cinéaste allemand qui s'appelle Fassbinder, qui a dit, vous n'avez rien vu du tout, les mélodrames de Douglas Sirk sont les grands films politiques américains, hollywoodiens des années 50. Voilà. Si vous voulez, le grand genre subversif par excellence, c'est le mélodrame. Alors, pavé dans la mare, Fassbinder dit ça, donc tout le monde, évidemment, tout le monde se met au pas. Et c'est absolument passionnant. Et quand vous revoyez aujourd'hui des films comme Le Secret Magnifique ou Tout ce que le ciel permet, enfin, je ne sais pas si vous avez en tête le moment dans Tout ce que le ciel permet, lorsque Jane Wyman, enfin c'est un peu compliqué, mais bon, femme, son mari n'est plus là, elle a ses 2 enfants qui grandissent, qui vont partir de la petite maison, qui est exactement comme celle qu'a John Randolph au début du film. Ils vont partir, donc elle fait tous ses sacrifices pour ses enfants. Puis elle se rend compte à un moment donné que le temps a passé, qu'eux sont partis, ils s'en foutent complètement, ils vont se marier. Et elle a laissé partir l'homme qu'elle aimait pour préserver sa famille et ses enfants. Et le jour de Noël, les enfants, pour faire plaisir à leur mère, lui offrent une télévision. En disant, voilà, tu t'ennuieras à moi, maintenant il y a une télé. Et eux, ils s'en vont. Et elle reste seule devant la télé. Qui est quand même une des images les plus effroyables de l'histoire des cinémas hollywoodiens. Bon. Et parmi ces hommes, il y a l'homme qu'elle a laissé partir, c'est Rock Hudson. Alors je dis ça pourquoi ? Parce que le Rock Hudson qui débarque dans Seconds, et n'oubliez jamais ça quand vous voyez des films américains et pas uniquement, c'est qu'il faut penser à ces acteurs qui sont des icônes. Rock Hudson en son sens, c'est une icône. Donc si Frankenheimer le prend, c'est qu'il va en faire quelque chose de cette icône-là. C'est pas parce qu'il est beau, on s'en fout. C'est pas parce qu'il est homo, tout le monde ne le sait pas encore, on s'en fout complètement de ça. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Rock Hudson, il incarne à l'intérieur du cinéma hollywoodien 2 figures particulières. Et c'est ça que travaille aussi le film de John Frankenheimer. Ce qui fait que la critique qui était déjà dans Le Secret Magnifique, Tout ce que le ciel permet, Rock Hudson, chez Douglas Sirk, en fait, elle sert de carburant, elle alimente évidemment le Seconds aussi grâce au choix de Rock Hudson. Ce qui fait d'ailleurs, on peut se dire que le choix de Kirk Douglas aurait été différent. Moi je pense que c'est beaucoup plus riche Rock Hudson, pour toutes ces raisons-là, pour le fait qu'on n'y croit pas, que ça désigne déjà l'opération et donc le principe du mythe américain de la seconde chance comme une illusion, comme une arnaque. Pour toutes ces raisons-là, c'est génial le choix de Rock Hudson, me semble-t-il. Alors qu'avec Kirk Douglas, évidemment, c'est autre chose quand on regarde dans l'histoire du cinéma américain. Vous voyez bien, on aurait pu avoir évidemment d'autres acteurs. Hein. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup et rendez-vous donc dans le mois prochain, dans peu de temps, dans 15 jours, pour le Rebelle de King Vidor.